Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur RTI 1. Voici les titres de ce 13h. Voilà 2 semaines aujourd'hui que les urgences médicales du CHU de Trècheville sont ouvertes au public après être fermées quelques jours pour travaux. Nous nous y sommes rendus pour constater les changements au niveau du fonctionnement du service. Vous le verrez dans une dizaine de minutes. Nous irons ensuite à Ouangolodougou, au nord-est de la Côte d'Ivoire. Sur place, les agents des eaux et forêts du cantonnement ont saisi cette semaine 700 kg de viande de brousse. Les braconniers avaient pour objectif de ravitailler les marchés de Ouangolo et d'autres villes de Côte d'Ivoire. Le Mali a accueilli hier son héros Mamoudou Gassama, le Spider-Man qui a sauvé un enfant à Paris. C'est un accueil triomphal qui lui a été réservé dans les rues de Bamako. C'était la joie totale. Désormais régularisé en France, Mamoudou Gassama a donc pu retourner au Mali 5 ans après l'avoir quitté. Tout à l'heure, dans une demi-heure, je vous ferai découvrir l'Ivoironie. C'est un concept, un pacte consensuel du projet de société qu'un Ivoirien propose à ses compatriotes pour ressouder le tissu social qu'il juge délité par les vicissitudes politiques. Pour Emmanuel Toby, ce poète, enseignant de lettres à l'université d'Abidjan et auteur de ce concept, il faut que ce qui nous rapproche, ce qui nous unit, soit plus fort que nos problèmes et nous fasse oublier nos différences. Qu'est-ce que c'est exactement ce concept? Quels sont ses objectifs et comment le concept se manifeste-t-il? Nous allons en parler pendant un quart d'heure dans le cadre du magazine du dimanche. Bonjour Monsieur Toby. Bonjour Hamza. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci. On se retrouve dans 30 minutes. Tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Nous sommes dimanche 17 juin, une journée bien particulière pour les papas du monde. Les braves hommes, garants de la stabilité des familles. Et pour cause, cette journée leur est dédiée. C'est la fête des pères, même si les pères ne sont pas suffisamment célébrés. Car s'il y a bien une fête qui passe inaperçue ou tout au moins négligée, c'est bien celle-là, la fête des pères. Bonne fête à vous tous, pères dévoués qui continuez d'œuvrer dans le silence malgré tout. Et ce dimanche, la Côte d'Ivoire, à l'instar du monde entier, célèbre la journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse. La terre a de la valeur, investissez-y. Et voilà le thème retenu cette année. Cette journée mondiale est célébrée chaque année pour sensibiliser le public sur les efforts internationaux de lutte contre la désertification. Selon Anne-Désiré Ouloto, la ministre Anne Ouloto, la terre est un bien qu'il nous faut protéger à tout prix. Elle le dit au micro de Grace Kando. La terre a de la valeur, investissez-y. Ce thème de la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse vise à sensibiliser le public sur les efforts de lutte contre la désertification. L'édition 2018 met un accent particulier sur la gestion durable des terres. La valeur de la terre a évolué en fonction des contextes socio-économiques. En effet, dans les économies traditionnelles, la terre est une divinité féminine qui, par sa fécondité, est pourvoyeuse de nourriture, ayant ainsi une valeur sentimentale et sacrée. Avec l'avènement des cultures d'exportation, telles que le café, le cacao, le palmier à l'huile, la noix de coco, l'hévéa, l'anacarde, etc., la terre a pris une valeur monétaire et économique. L'économie de la Côte d'Ivoire repose essentiellement sur l'exploitation des ressources naturelles. C'est pourquoi, selon la ministre Anne-Désiré Ouloto, le thème de cette journée sonne comme une alerte face à la dégradation des terres. La Côte d'Ivoire, notre pays, est à l'instar de bien de pays confrontés à la problématique de la dégradation des terres. Le phénomène de migration des populations des zones nord, est et centre vers l'ouest forestier du pays, encore fertile, l'infiltration accrue des forêts classées et la menace des parcs et réserves en sont la preuve
incontestable. Pour lutter contre la dégradation des terres en Côte d'Ivoire, le gouvernement a initié plusieurs actions, entre autres la restauration des terres dégradées, la production de vivriers en contre-saison et la lutte contre les feux de brousse. Protéger les enfants contre les violences, c'est notre responsabilité à tous. C'est le thème de l'édition 2018 de la Journée de l'enfant africain. La Côte d'Ivoire, à l'instar de la communauté africaine, a célébré hier la 28e édition de la Journée de l'enfant africain. Ne laisser aucun enfant derrière pour le développement de l'Afrique. Et c'est autour de cet autre thème que la Journée de l'enfant africain a été célébrée à Bouaké. C'était à l'initiative de la Direction de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse en collaboration avec le laboratoire d'études et de prévention en psychoéducation. Le reportage de Djeneba Ouattara dans un récit de Charles Tatou. Commémoration de la journée de l'enfant africain au titre de l'année 2018. L'Union africaine, en 1990, instituait cette journée pour commémorer le massacre des enfants noirs qui revendiquaient leur droit à l'éducation en 1976 à Soweto. Cette année, le thème de cette commémoration s'intitule « Ne laissez aucun enfant derrière pour le développement de l'Afrique ». Les activités autour de ce thème ont permis de sensibiliser les participants sur les capacités et les potentialités des enfants en les impliquant dans les prises de décision. Que les parents sachent qu'aujourd'hui, au ministère de la Justice, il y a un service qui a été spécialement créé pour s'occuper des problèmes des enfants. Cela veut dire que le gouvernement tient à régler ce problème des enfants. Mettre en place des méthodes de formation, d'apprentissage des habiletés, aussi bien pour les enfants eux-mêmes que pour ceux-mêmes qui sont chargés même d'encadrer les enfants. Donc on va les aider, on va les accompagner dans leur rôle de prise en charge et d'accompagnement des enfants en conflit avec la loi. Deuxième temps fort de cette journée, un panel au campus 2 de Bouaké sur la thématique « Situation de la délinquance juvénile à Bouaké. Regard d'hommes de science et praticiens ». Les panélistes ont invité les parents à s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants. Depuis sa réouverture en 2015, le Centre d'observation des mineurs a accueilli 194 pensionnaires, dont 13 filles. Quand les droits des enfants sont protégés et respectés, ils sont épanouis et les résultats suivent. Ils sont 427 877 tout-petits déclarés admis au CEPE 2018 sur un total de 512 000, soit un taux national de réussite de 83,57%. Les résultats sont connus et affichés depuis hier samedi, 14 h. Lors de la proclamation des résultats, nos reporters Sephora Zegui et Alvorassa ont pu se rendre dans quelques établissements dans la commune du Plateau, à Cocody-en-Gré et à Adjamé. Leur reportage. La directrice de cette école primaire tient entre ses mains l'enveloppe qui contient les résultats de l'examen du certificat d'études primaires et élémentaires, session 2018. Quelques conseils aux parents et aux candidats avant la proclamation des résultats. Vous, aussi bien que moi, sommes impatients de voir les résultats que les enfants nous ont donnés. Il y a 2 élèves qui n'ont pas pu avoir leurs examens. Je leur demande de ne pas pleurer, c'est la première fois. Ils pourront toutefois reprendre. 13h58, entre angoisse et espoir, les candidats ne tiennent plus. 14h, c'est la délivrance. Anastasia et ses amis viennent de décrocher le CEPE et l'entrée en 6e. Je suis très contente. L'année passée, je n'ai pas eu. À cette même période, je pleurais. Mais cette année, j'ai eu, je crie, je remercie Dieu. On est heureux, on est fiers. On est fiers d'avoir notre examen, on est heureux. J'ai mes 2 enfants qui ont reçu à l'entrée en 6e. Je suis tellement émue, je ne sais même pas ce que je vais dire. École primaire publique Jean Delafosse dans la commune d'Adjamé. Il est 15 h et toujours pas de résultat. Je suis très stressée par rapport aux résultats de ma fille. Depuis on est là, on a assis impatiemment, on attend les résultats. Ils nous ont dit 14 h et depuis là, on n'a pas encore issu quelque chose. 15h45, la joie est totale.
sa première fois, mais je voulais qu'il n'a qu'à avoir une seule fois, pas une deuxième fois. Dieu a fait qu'il a eu une fois, je suis contente. Grâce à la bénédiction de mes parents, j'ai réussi à avoir mon autre sixième. Je suis contente d'être admise. Direction Angré, dans la commune de Cocody. Dans ce groupe scolaire, sur les 70 candidats présentés cette année, seulement 2 échecs. Les 68 autres ont obtenu le CEPE et l'entrée en 6e. Je suis en joie, je remercie Dieu. Malheureusement pour certains, l'entrée en 6e ne sera pas pour cette année. Rappelons que plus de 500 000 candidats ont pris part à la session 2018 du CEPE sur toute l'étendue du territoire national. 83,57% d'entre eux seront en classe de 6e à la rentrée prochaine. Et pour réussir cet exploit, pour avoir d'aussi bons résultats, il faut avant tout être en bonne santé. Souvenez-vous, le service des urgences du centre hospitalier universitaire de Treichville avait été fermé quelques jours pour travaux. Voilà 2 semaines aujourd'hui que les urgences médicales sont ouvertes au public. Notre reporter Ami Sissoko s'y est rendu pour se rendre compte des changements au niveau du fonctionnement du service. Quel est le rôle exact de ce service? Quelle est actuellement sa capacité d'accueil? Et que pensent les populations du tout nouveau visage des urgences médicales du CHU de Treichville? Élément de réponse à suivre dans ce reportage. Réouvertes le 28 mai dernier, les urgences médicales du CHU de Treichville ne désemplissent pas. Elles avaient été fermées pour travaux et désinfection pendant 2 semaines. Des gens qui ont eu un accident, des gens qui ont eu un problème quelconque, voilà. Donc il faut lever l'urgence, il faut permettre aux sujets de continuer à vivre. Ils arrivent ici de jour comme de nuit, nous les prenons en charge immédiatement et nous les convoyons ensuite dans les services requis pour continuer les soins. L'idéal, c'est 24 heures, c'est les premières heures de choc, au maximum 48 heures. Il y a environ 10 malades par jour, mais il y a aussi qu'on ne compte pas ceux qui sont directement réorientés. Ce service disposait de 30 lits avant la rénovation. Maintenant, il n'en compte que 16. Un nombre qui s'explique. Nous ne faisons pas d'hospitalisation. Il faut que ce soit bien compris et c'est là notre cheval de bataille. Nous essayons de faire comprendre à la fois aux populations et même au corps médical que ici, ce n'est pas un service d'hospitalisation ni l'annexe d'un service quelconque. Maintenant, nous avons ouvert, n'est-ce pas, les hospitalisations aux maladies infectieuses, au PPH, en médecine interne, si bien que de jour comme de nuit, nous pouvons hospitaliser. Normalement, nous ne devrons plus, n'est-ce pas, faire face à ce débordement auquel on assistait dans les services des urgences. La réduction des lits permet d'être plus efficace parce qu'avant on se retrouvait à faire des gardes avec plusieurs lits, être 1 ou 2 médecins à travailler dans ces conditions d'urgence. Il n'y avait pas d'efficacité. Maintenant, avec le nouveau circuit qui est établi, ça permet d'être plus efficace pour pouvoir recevoir les malades en urgence. Amélioration de la qualité du service. Dévouement du personnel, un changement qui fait le bonheur des malades et satisfait les parents. Le premier jour, quand je suis arrivé de l'ambulance, ils ont couru vers moi avec les bancadiers et nous sommes rentrés avec ma malade. Et les médecins ont couru, il est venu avec les infirmiers, il a donné des instructions, ils ont vite pris les constances. Et puis bon, ils ont commencé à faire le traitement. Avant, quand j'étais venu avec mon ami, vraiment, on avait attendu longtemps. Puis il y a beaucoup d'hommes qui traînaient à terre. Mais cette fois-ci, les malades sont dans les lits. Et j'ai remarqué même qu'il y a une chambre annexe qui est là pour les cas vraiment beaucoup graves. Quand je suis venu ici l'année passée, vraiment c'était dégueulasse. Donc quand je suis venu ici hier même, j'ai dit, vraiment il y a un changement, c'est propre. Si on pouvait faire plus fort que ça nous plaît. Depuis sa réouverture, il y a 2 semaines, environ 150 malades ont déjà été enregistrés aux urgences médicales du CHU de Treichville. Savez-vous que le cancer est l'une des premières causes de mortalité dans le monde? Chaque année, ce sont près de 9 millions de personnes qui meurent de cette maladie dans le monde. Si en Afrique, sa prise en charge est une préoccupation majeure, la Turquie, elle, offre en la matière un des plateaux techniques les plus modernes. Des experts ivoiriens se sont rendus récemment pour tenter de bénéficier du savoir-faire turc. Lutte contre le cancer, la Côte d'Ivoire à l'école de la Turquie. C'est un grand reportage signé Michel Mambo. J'avais constaté dans mon sein droit qu'il y avait quelque chose qui me piquait, comme une aiguille. Un jour, après le bain, je vois qu'il y a une goutte de sang au bout de mon sein droit. J'ai tiqué. J'ai dit, mais c'est pas normal. J'ai revu notre médecin. Elle-même m'a fait faire la radio du sein. Après, elle m'a dit de faire la mammo.
Et ensuite, la maman de faire une biopsie. Après le résultat, le médecin me dit c'est un début de cancer. On me dit de faire la radiothérapie. Et comme la radiothérapie n'existait pas en Côte d'Ivoire, c'était en 2017. Donc, il fallait sortir. Je suis venue en Turquie. On guérit du cancer. Moi, je suis un témoignage vivant. Guérir du cancer, c'est possible. Mais cela passe avant tout par un bon diagnostic. Un diagnostic correct nous permet d'avoir un traitement parfait et personnalisé pour le patient. Les dernières technologies, ce sont des machines qui combinent l'IRM et le PET-CT en même temps. Avec le PET-CT, nous utilisons des médicaments radioactifs comme le glucose parce que nous savons que les cellules cancéreuses consomment plus que les autres le glucose, et ce qui la rend dans le scan très lumineuse, de couleur orange à rouge, et on peut ainsi établir la cartographie des cellules cancéreuses dans le corps. Seulement après viendra la prise en charge et là encore, il y a un préalable. Un personnel expérimenté, mais surtout un dispositif technologique de pointe. Après la réception d'un dossier complet avec un diagnostic exact du malade, quand un patient rentre à l'intérieur de la machine Gamma Knife, cette machine va d'abord prendre en considération son IRM, sa carte tomographique aussi, avant de cibler les tissus tumoraux qui peuvent être millimétriques ou avec une dimension de quelques centimètres seulement de diamètre et sans toucher les tissus sains. Le cyberknife ou encore traitement millimétrique avec la radiochirurgie. Une lueur d'espoir pour les patients ne pouvant être traités par radiothérapie conventionnelle ou les malades souffrant de tumeurs inopérables. Le Gamma Knife, traitement radiologique des tumeurs cérébrales en une seule séance. Une autre lueur d'espoir. C'est avéré, sur place, la recherche évolue. Voilà qui justifie la présence de la délégation de médecins ivoiriens ici à Istanbul, en Turquie. Un partenariat est donc signé avec les spécialistes venus de la Côte d'Ivoire, mais aussi du Niger, du Mali, du Cameroun, dans le domaine de la formation. Nous essayons de relier, de renouer avec les universités d'ici pour pouvoir justement amener nos jeunes en formation pour qu'ils atteignent un certain niveau, afin que lorsque de retour en Côte d'Ivoire, les centres seront beaucoup plus équipés, ils puissent prendre en charge nos malades. C'est un intérêt pour les malades, non seulement dans le domaine de la neurochirurgie, mais dans le domaine également de la cancérologie et dans d'autres domaines, que ce soit le domaine de l'orthopédie, la reconstruction des genoux, la reconstruction des hanches, dans le domaine de la stérilité, parce que ce sont des centres hospitaliers de pointe, associés à des universités de pointe également. Ces experts ivoiriens, avec à leur tête le professeur Guy Varlet, sont en quête de savoir pour une meilleure prise en charge des malades en Côte d'Ivoire. Vous savez qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire commence à disposer de structures médico-techniques qui permettent de prendre en charge les malades aussi bien au plan diagnostique qu'au plan thérapeutique. Vous savez qu'il y a un nouveau service de radiothérapie qui vient de s'ouvrir, tout ça. Le service de cancérologie médicale est en train de mettre des bouchées doubles pour pouvoir optimiser les traitements. Il est de bon aloi que nous venons dans des pays où il y a des techniques de pointe pour pouvoir tisser un partenariat dans le domaine des soins. Chaque année, plus de 8 800 000 personnes meurent du cancer dans le monde. En Côte d'Ivoire, les chiffres sont tout aussi effrayants. De 12 002 nouveaux cas enregistrés par an en 2012, le chiffre est passé, selon Globocan, à 13 209 nouveaux cas en 2016, soit une augmentation de 10%. Des chiffres qui pourraient croître jusqu'à plus de 17 000 cas en 2030 si de véritables politiques de lutte ne sont pas mises en place. Il est donc question d'optimiser les soins en Côte d'Ivoire et le sommet organisé par l'hôpital Acıbadem de Turquie sur le traitement et la prise en charge du cancer est le lieu tout trouvé. Le cancer est le fait de plusieurs facteurs de risque dont au moins 40% sont liés au tabagisme, à la consommation abusive de l'alcool, à une alimentation déséquilibrée et à l'insuffisance d'activité physique. Des comportements à risque qui peuvent être modifiés. En Côte d'Ivoire, les cancers les plus fréquents sont le cancer du sein, le cancer du foie, le cancer du col de l'utérus, de la prostate et les hémopathies malignes.
C'était un dossier signé Michel Mambo. Le braconnage est une réalité dans nos forêts. La lutte contre le phénomène est tout aussi réelle et elle s'intensifie chaque jour. 700 kg de viande de brousse, c'est l'énorme saisie que viennent de faire les agents des eaux et forêts du cantonnement de Ouangolo-Dougou au nord-est de la Côte d'Ivoire. Une prise qui était destinée au marché de Ouangolo et d'autres villes. Le reportage de Issa Chonayo. 42 espèces animales protégées, dont des buffles, des pangolins géants, des agoutis, saisis par les agents des eaux et forêts du cantonnement de Ouangolo-Dougou. Au total, ce sont 700 kg de gibier fumé et camouflé dans des sacs en voie d'acheminement sur le marché qui ont été interceptés à Pogo grâce à la vigilance des hommes du capitaine Koulibaly au banc. La viande saisie a été incinérée à la décharge en présence des autorités locales. C'est un signal fort à tous ces braconniers, tous ces ennemis de la nature. Nous allons sévir. Nous serons sans pitié face aux ennemis de la nature. Nous voulons rassurer la population. Les frontières sont plus ou moins sécurisées et que nos hommes sont à la tâche pour ne pas que des produits d'origine douteuse rentrent sur le territoire ivoirien afin d'intoxiquer la population. Yao Kwaku, préfet intérimaire du département de Ouangolo-Dougou, a pour sa part indiqué que toutes les dispositions seront prises en vue de la préservation de la faune et de la flore dans la circonscription. C'est de cette manière-là que, en tant qu'agent de l'État, nous devons agir sur le terrain pour amener les populations au respect des lois et règlements de notre pays. Ce coup de filet réussi des agents des eaux et forêts contre le braconnage est le premier du genre, opéré sous le commandement du nouveau chef de cantonnement de Ouangolo-Dougou. Je vous amène à présent au Libéria voisin. En application des instructions des gouvernements ivoiriens et libériens demandant les activités transfrontalières entre les deux pays, le préfet du département de Tout-le-Pleu y a conduit récemment une mission. C'était à Zouédrou, dans le comté de Grand-Guédé. L'objectif était de consolider la sécurité transfrontalière à travers une meilleure gestion des flux migratoires et du foncier rural. Eve Boué, de retour du Libéria. La région frontalière ivoiro-libérienne a été fragilisée ces dernières années par des conflits survenus de part et d'autre de la frontière. L'arrivée de nouveaux migrants a rendu les communautés transfrontalières encore plus vulnérables et les conflits fonciers parfois violents, perturbant ainsi la cohésion sociale. Afin de consolider la sécurité transfrontalière à travers une meilleure gestion des flux migratoires et du foncier rural, Ibrahima Sissé, préfet du département de Tout-le-Pleu, a conduit une délégation de plus de 40 personnes au Libéria, précisément à Zouédrou, dans la région du Grand-Guédé. Après la plénière dans la salle de réunion de la mairie de Zouédrou, les échanges se sont déroulés en commission. Autorités administratives, autorités militaires, autorités coutumières, organisations de jeunesse, organisations de femmes et représentants de la presse se sont parlé. Nous avons décidé d'un certain nombre de résolutions. Parmi ces résolutions, il s'agit de se concerter pour que la question de l'intrusion des forêts libériennes à partir de la Côte d'Ivoire ne soit plus un sujet de préoccupation. Nous avons convenu d'un certain nombre de choses et surtout nous retrouver à des périodes régulières pour faire l'évaluation de ce qui a été décidé aujourd'hui. Nous sommes là pour parler de la cohésion sociale entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Nous avons trouvé certaines résolutions et au fur et à mesure, nous allons régler ce problème. Et je voulais tout simplement dire, à partir de maintenant, le Libéria, il y a la paix et il n'y a pas quelqu'un qui va quitter ici, un trafiquant qui peut utiliser notre pays pour faire du mal à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les deux préfets ont pris des résolutions, les chefs traditionnels, l'armée, de travailler vraiment en synergie afin que ces genres de manœuvres vraiment cessent et que vraiment les deux frontières vraiment soient contrôlées par les deux États et que ceux qui veulent travailler vraiment dans la transparence au bénéfice vraiment des populations. Une cohésion sociale de plus en plus renforcée. En effet, les deux peuples frères se retrouveront à Nézobli dans le département de Tout-le-Pleu pour célébrer ensemble l'indépendance de la Côte d'Ivoire le 7 août prochain.
Venons-en à présent aux Grandes Cimaises d'Abidjan, une vaste exposition qui réunit une centaine d'artistes organisée par l'Association des plasticiens ivoiriens. Peintres, céramistes, modeleurs, photographes, sculpteurs, ils y étaient tous, une centaine au total. Il s'agissait pour eux de montrer la richesse créative des artistes qui sont souvent sans grands moyens. Bandama Maurice, le ministre de la Culture, leur a même rendu visite. On retrouve Franck Quadio. Le hall de l'entrée principale du Palais de la Culture transpirant l'art. Cette pièce sculptée accueille le visiteur, l'artiste parle d'espoir. Quand on prie, ça veut dire qu'on perd un peu d'espoir. Mais chez moi, on ne perd pas cet espoir-là. Vivre d'espoir, la vie de l'artiste résumée. Ils sont une centaine à exposer jusqu'au 14 juin ici. Sculpteurs, céramistes, peintres, photographes, le design et le lissier, en attraction autour de thématiques diverses, la femme occupe une bonne place. Mamadou lui donne force et forme. Ces figures féminines sont conçues à partir de carton et de mastic. Je mouille ça d'abord dans un seau, dans les barriques. Deux jours, 3 jours après, tout est ramolli, j'ajoute de la colle, puis maintenant je les assemble progressivement. L'esthétique féminine aussi à travers les pellicules de Claude Amaury. Mais ce n'est pas que. Il y a d'autres visions mêlant symbolisme et technologie avec ce jeune photographe. Moi, j'utilise Photoshop pour faire sortir les pixels, ce que l'œil nu ne peut pas voir quand on fait des photos ordinaires. Couleurs chaudes, couleurs froides, pièces tissées, un méli-mélo de créativité. Des artistes des plus expérimentés comme Oussou Justin, peintre reconnu, ou encore Djeka, adepte de figures ésotériques pour porter le message, et même Fondo, spécialistes des contrastes de couleurs. Ils s'unissent à d'autres néophytes et tous ont une seule préoccupation, celle du manque d'espace d'expression. La grande difficulté des artistes, c'est la question d'atelier. Parce qu'il n'y a pas un endroit où, comme au Sénégal par exemple, il y a le village des arts, où les artistes se retrouvent, ils ont de l'espace où ils peuvent travailler tranquillement. Une préoccupation inscrite dans le projet de la tutelle, le ministre de la Culture, visiteur privilégié. Mais c'est une question qui va trouver sa réponse à travers le futur musée des arts que nous construirons à Abidjan et à travers la cité des arts et du cinéma qui va s'étendre sur près de 30 hectares. Il faut dire qu'il y a longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé entre artistes plasticiens et c'est le moment qu'on se retrouve pour échanger. Des artistes exhortés à se mettre au travail, mais surtout à l'union. C'est le sens des activités de l'Association des jeunes plasticiens de Côte d'Ivoire, une association initiatrice de ces grandes cimaises d'Abidjan, vitrine de l'art qui est à sa première édition. Encore une plateforme pour faire la promotion de la destination Côte d'Ivoire. C'est la 15e édition du Salon international du tourisme de Pékin. Seul pays africain présent à ce rendez-vous mondial, Jean-Marie Sommet, le directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme, profite de cette présence en Chine pour vendre les mérites de la belle Côte d'Ivoire. Patricia Omoetia depuis Pékin. La 15e édition du Salon de Beijing, BITE, Beijing International Tourism Expo, a ouvert ses portes ce vendredi, en présence de tous les responsables du tourisme national et international. Plus de 30 000 exposants et professionnels du secteur. La Côte d'Ivoire, seul pays africain présent à cette édition, a eu des échanges fructueux avec le directeur des conférences et exhibitions. Au cœur des échanges, la participation de la Chine au prochain Salon international du tourisme d'Abidjan. Nous allons aider dans la mesure du possible. Le directeur général a invité beaucoup plus de tour opérateurs et agences de voyage chinoises à aller en Côte d'Ivoire et participer au CITA. Et ces agences de voyage pourront, à leur retour à Pékin, inciter leurs clients à aller visiter la Côte d'Ivoire. Journée bien remplie pour Jean-Marie Sommet, directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme, qui a poursuivi ses rencontres avec les responsables d'une importante compagnie aérienne. Objectif, tisser un partenariat afin que cette compagnie soit le partenaire officiel du Salon international du tourisme d'Abidjan, édition 2019. L'actualité, c'est aussi la Coupe du Monde 2018. La Croatie a réussi ses débuts dans le mondial en battant le Nigeria.
Je vous le disais en titre, Mamadou Gassama, le jeune Malien qui a sauvé d'une chute un enfant en escaladant un immeuble à Paris le mois dernier, a été accueilli en héros hier samedi à Bamako. C'est un accueil triomphal qui lui a été réservé pour son retour au Mali. Une foule en liesse, chantant et dansant, l'attendait à l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako. Désormais régularisé en France, Mamadou Gassama a donc pu retourner au Mali 5 ans après l'avoir quitté. Voilà qui nous conduit directement au magazine du dimanche. Notre invité est poète et enseignant de lettres à l'université d'Abidjan. Il est installé. Nous allons échanger dans 2 petites minutes avec lui. Le temps pour nous de suivre ce reportage de Maïsako. Le 7 août 1960, les Ivoiriens se sont réveillés indépendants. Cheville ouvrière de cette indépendance, Félix Houphouët-Boigny. Il est devenu le premier président de la République de Côte d'Ivoire, incarnant ainsi le premier symbole du pays. Le président de la République exerce le pouvoir exécutif. Il est le chef de l'État, le chef des armées et le garant de la Constitution. Retour en 1960. Aux premières heures du 7 août, la Côte d'Ivoire tout entière a été bercée par une musique après la proclamation de son indépendance. Ainsi s'entonnait l'hymne national, l'abidjanaise, deuxième symbole de la République de Côte d'Ivoire. L'abidjanaise se présente sous forme d'un poème lyrique. Il est très patriotique et exprime des images exaltant les valeurs de la terre ivoirienne, telles que l'espérance, la paix, la dignité et la vraie fraternité. Le 8 février 1960, les armoiries de la République de Côte d'Ivoire ont vu le jour. Les actuelles armoiries de la Côte d'Ivoire ont été adoptées en 2011. Leur principal élément est l'éléphant des savanes d'Afrique, l'espèce la plus courante du pays. Les armoiries de la République de Côte d'Ivoire prônent l'union du peuple ivoirien, principale source de paix pour une Côte d'Ivoire réconciliée avec elle-même. Le 3 décembre 1959, le drapeau national a été adopté. Il a été aussitôt appelé pavillon tricolore en raison des 3 couleurs orange, blanc et vert qui le constituent. Le drapeau est l'emblème national de la République de Côte d'Ivoire. Le mât sur lequel il est hissé est toujours placé du côté de la bande orange, la première couleur qui symbolise les savanes du nord de la Côte d'Ivoire. La deuxième bande de couleur blanche représente la paix. Quant à la troisième couleur, elle représente à la fois l'espoir et les forêts du sud du pays. La devise nationale, 5e symbole de la République de Côte d'Ivoire, union, discipline, travail, résume l'idéal commun. L'union pour la force des peuples, la discipline à travers le respect des lois et actes établis par la République afin de garantir le succès de nos entreprises communes, et le travail qui libère de la dépendance des autres. Les 5 symboles de la République de Côte d'Ivoire rappellent aux citoyens qu'ils sont unis par la même histoire et les mêmes traditions, mais surtout qu'ils doivent être fiers de leur pays, la Côte d'Ivoire, et le respecter. Alors, Monsieur Toby Emmanuel, vous êtes enseignant à l'université de Bouaké. Dites-nous, qu'est-ce que c'est que l'ivoironie? Quelles sont les origines de ce concept? Merci Hamza, merci de m'avoir invité. Alors, l'ivoironie, il faut retenir tout simplement que c'est la conceptualisation sociale de la naturelle poésie de Côte d'Ivoire. Et quand je dis poésie, je n'entends pas nécessairement production littéraire au sens de livres édités et qui se vendent dans les rayons des librairies. J'entends poésie au sens du pragmatisme social au contour des rêves. La Côte d'Ivoire est une terre de rêves. Une terre au sous-sol très généreux. Un pays d'intégration sociale, on s'intègre facilement. Un pays dont la flore, j'ai failli dire, est intensément forestière et brillamment ébouillante. Alors, la Côte d'Ivoire aussi une terre de créativité, une terre de... j'ai failli dire de grands artistes, une terre, j'ai failli dire, de civisme, de prospérité, de grandes infrastructures, une terre qui fait rêver. D'où l'ivoironie, la conceptualisation sociale de la naturelle poésie de Côte d'Ivoire. Ivoironie. Comment elle se manifeste, cette ivoironie, ce concept? Comment il se manifeste? Et c'est bien dit. Hein? Alors, je pense que l'ivoironie, c'est la logique de l'unité des différences. Je dis la logique de l'unité des différences. Une société qui n'intègre pas la logique de la différence est en mauvaise position. Et subséquemment, une société qui intègre la logique des différences, donc une société qui a plusieurs différences, mais dont les différences ne sont pas unies, est une société en pire position. En la matière, l'Europe
est une société des différences unies. Comment? Oui, c'est bien. Quand je parle de société des différences unies, il ne s'agit pas tous d'être du même bord politique, du même bord idéologique. Il s'agit, pendant que chacun est dans sa chapelle politique, idéologique, ethnique et religieuse, de s'entendre sur l'essentiel. En Europe, ils sont UMP peut-être, ils sont parti démocrate, parti républicain, mais ils sont d'accord sur l'essentiel. L'essentiel, ce sont leurs intérêts économiques. L'essentiel, c'est leur dignité sociale. L'essentiel, c'est la paix et l'unité et la cohésion sociale. Que dit entre nous aussi, en Côte d'Ivoire, pays d'espoir de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique, pays qui rayonne dans le monde, nous aussi, soyons une unité des différences. Il s'agit de quoi? Pendant que nous sommes dans nos chapelles politiques de PDCI, FPI, RDR, IDPCI, USD et j'en passe, pendant que nous sommes dans nos chapelles religieuses et ethniques, nous aussi soyons d'accord sur l'essentiel. C'est ce que j'appelle la logique de l'unité des différences. Et l'essentiel, c'est Oufoué, Boigny. L'essentiel, c'est Drogba Didier. On n'y touche pas, c'est une sacralité. Tout comme Oufoué est une sacralité, en tant que référence de sagesse et d'intellectualisme politique. L'essentiel, c'est le café et le cacao, que chaque Ivoirien prie dans sa chambre pour l'épanouissement de cette filière. C'est notre fétiche, le café et le cacao. C'est une sacralité pour nous. Et notre sacralité, l'essentiel, c'est aussi Alpha Blondy, c'est Mewé, c'est Ernesto Diédié. C'est le Zouglou, par exemple. C'est le Zouglou, c'est le coupé décalé. C'est la basilique de Yamoussoukro, c'est le centre culturel Jakaka, c'est l'hôtel Ivoire, c'est le 3e pont, c'est l'autoroute Abidjan et l'autoroute du Nord. J'ai failli dire l'autoroute qui relie Abidjan à Yamoussoukro. La Côte d'Ivoire est un grand pays. Est-ce que l'Ivoironie n'est pas un peu synonyme de fierté, par exemple? Est-ce que l'Ivoirien ne doit pas être fier de lui, sûr de lui? Est-ce que c'est parce que vous prenez un peu avec ce concept? Il ne s'agit pas toujours de cela. C'est parce que, à l'issue de la décennie de crise, de la première décennie des années 2000, de 2000 jusqu'à 2010-11, à l'épreuve des vicissitudes politiques et sociales subies et endurées, l'Ivoirien a eu son esprit un peu engueuné, un loc. Il a perdu un peu confiance en lui-même. Il ne s'agit pas d'être extrêmement fier, mais il s'agit de regagner confiance. Il s'agit de rétablir ce souffle de la motivation et personnelle. Il s'agit de remettre l'Ivoirien en confiance pour qu'il inculque qu'il est citoyen d'un grand pays et que l'Afrique de l'Ouest compte sur lui et que l'Afrique compte sur lui et que la Côte d'Ivoire est un pays qui rayonne dans le monde. Alors, Ivoironie. Alors, c'est ce que j'allais dire. C'est que le positiviste français Auguste Comte, à la fin du 19e siècle, début 20e siècle, lorsqu'il créait sa spécialité, sa science de sociologie, il avait initié comme matière de cette science le fait social. C'est quoi le fait social? Dans une communauté, dans un pays, dans un village, dans un continent, le fait social, c'est ce qui valeureusement concerne tout le monde et en même temps. L'Ivoironie est ce qui concerne valeureusement tous les Ivoiriens en même temps. D'où l'Ivoironie est un fait social, donc matière d'étude de la sociologie. Et dans Ivoironie, on peut entendre un peu ironie. Oui. Est-ce à dire que l'Ivoirien doit un peu dédramatiser tout ce qu'il y a autour de lui? Et c'est juste. Un de vos confrères m'a posé la question à Bouaké, la question de savoir si l'Ivoironie n'est pas interchangeable à l'ironie. J'ai dit oui, on entend Ivoire, on entend ironie, pourquoi pas? L'Ivoirien a cet état d'esprit qui lui donne d'ironiser la tragédie, de sorte à la désubstantialiser de son contenu néfaste, de sorte à positiver devant le mal. L'Ivoironie est la systématisation mentale de la positivation de l'Ivoirien. L'Ivoirien est un être qui est positif. Devant la maladie, devant les fléaux, devant les tragédies de guerre, devant les agitations, il est positif. Et tenez-vous bien, mes recherches m'ont permis d'intégrer que l'Ivoirien doit être la réédition moderne de l'Égyptien ancien. Qu'est-ce qui allie l'Ivoirien à l'Égyptien ancien? D'abord, il faut comprendre que l'Égypte ancienne est le foyer de la civilisation. C'est en Égypte que les Pythagore, les Thalès, les Strabon, les Thalès sont allés se ressourcer pour venir nourrir l'Occident. Alors, l'Égyptien ancien était noir. Il n'était pas blanc. C'est à l'issue des mouvements de contact avec le Moyen-Orient, l'Israël, la Libye et la Syrie, qu'il y a eu un semblant en Égypte. Alors, quels sont les traits de caractère qui unifient l'Ivoirien et l'Égyptien ancien? L'Égyptien ancien était hospitalier. Je parlais tantôt de Thalès et Pythagore et Socrate, qui a même dit que l'Égypte, donc l'Afrique est le foyer des mathématiques. Et c'est parce que l'Égypte ancienne était hospitalière que
ces sommités. Ils sont allés et ils ont passé le séjour et qu'elles voulaient. Alors, l'Égyptien est hospitalier. L'Ivoirien aussi est hospitalier. L'Égyptien ancien était très savant. L'Ivoirien aussi est très savant. L'Égyptien ancien aimait s'amuser. L'Ivoirien aussi aime s'amuser. L'amusement n'est pas synonyme d'insouciance. Qui sait bien s'amuser, sait aussi bien travailler. L'Égyptien ancien était créateur. L'Ivoirien aussi est créateur. L'Égyptien ancien il positivait devant les événements tragiques. L'Ivoirien poétique devant les événements tragiques. Voici donc l'Ivoirien et la religion moderne de l'Égyptien. Quelques similitudes entre Égyptiens et Ivoiriens. D'accord. Quels sont les constituants de votre concept? Qu'est-ce que vous mettez donc à l'intérieur de votre concept de l'ivoironie? Le concept, il est totalement positif. Un concept de cohésion sociale qui a une facette populaire, mais qui a aussi une facette intellectualiste. Pourquoi intellectualiste? Parce qu'on ne peut bien aimer la Côte d'Ivoire que si on la connaît. Il y a plusieurs modules dans l'ivoironie. Le manifeste, tout est considéré dans le manifeste, qui est d'ailleurs en termes d'étude. Il y a le module 1, qui est la connaissance de la nature. Il faut connaître le relief de Côte d'Ivoire, à savoir les plateaux au nord et les plaines au sud. Il y a les cours d'eau comme 1300 km, Banama, le fleuve Banama 1050, le fleuve Sassandra 650. Alors, ça c'est le premier module. Je ne parlais pas tout dans ce module de la végétation, qui est une forêt arborescente du nord au sud. Alors, donc le module 1, connaissance de la nature. Le module 2, c'est la connaissance de l'histoire de Côte d'Ivoire, les dates minimales. D'accord. Voilà, 7 1960. Par exemple. Voilà, 30 avril 1990, la question du pays au multipartisme. Voilà, donc je dis... Troisième module. Le troisième module, la considération idolâtre des symboles de l'État. Ah oui, ça c'est le côté civiste de l'ivoironie. Il faut respecter les institutions de la République. Les symboles dont vient de nous parler. Il faut respecter c'est juste. Il faut respecter la présidence de la République. Il faut respecter l'Assemblée nationale. Il faut respecter l'orange, blanc et vert. Quand moi je suis de mauvaise humeur et que je vois les couleurs orange, blanc, vert, mon humeur s'améliore. Quatrième module. Quatrième module, le vécu intense de l'art et de la culture. C'est la partie la plus passionnée. C'est le Zouglou. C'est le Zaouli qui est aujourd'hui patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est le coupé décalé. C'est l'humour de Côte d'Ivoire. C'est le Nouchi de Côte d'Ivoire qui est en train d'être académisé. Alors le cinquième module, la connaissance des symboles sportifs. Drogba Didier, qui est encore récent, c'est facile de le connaître et de l'aimer. Laurent Pokou, l'homme d'Aspara, il ne faut pas l'oublier. Muriel Aouré et Talou. Et les taekwondoïnes également. Le module maintenant 5, c'est la connaissance des mets de Côte d'Ivoire, le Plakali, le Kabato, le Guaguassou, le Karba, la Tiéké qui s'internationalise, ainsi de suite. Professeur, ivoironie et émergence. Oui. À quoi l'une peut conduire à l'autre? Et c'est bien dit. Je pense que les politiques sont en train de concevoir le concept, ils ont conçu déjà l'émergence en tant que leader, en tant que politique, c'est de leur devoir de positiver pour mettre la nation en branle. Alors je pense que, à mon avis, quand j'ai conçu l'ivoironie, après réflexion, je me suis rendu compte que l'ivoironie pouvait être un cadre culturo-médiatique pour l'émergence. Dans tous les pays du monde qui ont émergé, l'ont toujours fait en étant encadré par un symbole culturo-médiatique. Pour encadrer notre émergence en Côte d'Ivoire, il faut l'ivoironie en tant que concept de cohésion sociale, en tant que concept de positivation, en tant que concept d'intellectualisme ivoirien, en tant que concept de tolérance, en tant que concept d'amour de la Côte d'Ivoire, tout simplement. Et vous en êtes où avec votre concept? Je sais que vous préparez un manifeste, mais au-delà, où vous en êtes? Le concept est en train de faire son petit bonhomme de Tchébé. Déjà, vous voyez, j'aborde le t-shirt ivoironie. Alors, les Ivoiriens sont en train petit à petit d'intégrer le concept parce qu'il est le concept de la cohésion sociale. Et le concept est en train aujourd'hui de faire l'objet des séminaires et conférences dans les lycées et universités. Les universités ont commencé à se l'approprier. Alors je dois dire qu'en ayant abordé ce concept, chaque Ivoirien doit faire imprimer à la calligraphie son t-shirt ivoironie. Parce que c'est la dernière bataille qui vaudrait la peine. La bataille de l'unité, de l'amour de la Côte d'Ivoire, de la paix, la bataille de la transcendance de nos différences. C'est la dernière bataille qui vaudrait la peine. Elle sera âcre, ocre et fumante. Ivoironie. Ivoironie. Merci. Merci bien. Merci Toby. Monsieur Toby Emmanuel, je rappelle que vous êtes sur notre plateau pour nous parler d'un concept dont vous êtes l'auteur. Il s'agit de l'ivoironie. Merci encore d'avoir effectué le déplacement. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Bonne fête à tous les papas du monde et restez en place. Nos programmes se poursuivent.
Une nouvelle étiquette pour Candia. Candia le lait, onctueux, soyeux, crémeux. Candia, c'est le bon goût du lait. Moi, c'est Candia.